Ils ont marqué l'histoire de leur sport en devenant les nouveaux détenteurs du record du monde de chute libre en formation verticale. Imaginez un peu tomber en chute libre à 280 km/h tête en bas à près de 6000 mètres d'altitude. Eh bien, ils l'ont fait. Greg Crozier, Karine Joly, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bravo pour ce record, car vous étiez parmi 174 parachutistes venus du monde entier, tout cela dans le ciel américain. On va regarder cet incroyable record. Le précédent datant de 2015, il y avait 164 participants à l'époque, c'est 10 de moins qu'aujourd'hui, puisque là c'est 174. On regarde les images et je vais vous demander de les commenter en direct, 37 secondes, et c'est à vous. Donc là, on est sur un saut avec 9 avions qui volent en formation pour pouvoir larguer tout le monde en même temps. Il y a un premier parachutiste qui sort de l'avion de lead et qui va donner le signal aux autres parachutistes pour lâcher leur avion respectif et venir se rejoindre en chute libre, maîtriser entièrement son corps dans une vitesse de 280 km/h sans risque de percuter d'autres parachutistes et venir s'apponter le plus en douceur possible pour former cette figure. Et donc là, il y a un timing vraiment très précis. On répète énormément au sol jusqu'à ce que tout le monde maîtrise absolument le timing. Et c'est ce qui permet de réaliser le record. Incroyable. Merci beaucoup pour cette fresque humaine spectaculaire que vous venez de nous commenter. Karine Joly, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de ce saut particulier? Parce que des sauts, vous en avez des milliers à votre actif. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a? Celui-là, il a beaucoup de saveur et beaucoup de valeur. Parce que voilà, clairement, ça fait 10 ans qu'on essaie de le battre. Et il y a une autre chose aussi qui est très importante. C'est qu'aujourd'hui, le niveau mondial permettrait vraiment de faire un 200 sans problème. Mais il faut arriver à réunir ces 200 personnes-là, les 200 meilleurs mondiaux. Donc c'est pas facile. Donc on est très content déjà d'avoir cassé le record de 2015. Là, vous êtes combien de secondes en chute libre au moment où l'avion vous lâche? Il y a combien de secondes? On a à peu près 50 à 55 secondes pour tous se retrouver et former la figure avant de commencer à se séparer pour ouvrir nos parachutes en sécurité. Donc c'est assez court. Mais comment fait-on en fait, tout simplement? Comment fait-on pour partir de 9 avions, vous l'avez dit, et de tous parvenir au même moment à se retrouver à la même altitude? Parce que moi je me dis, vous faites pas tous le même poids, vous n'avez pas tous la même taille, vous avez tous sans doute le même équipement, mais comment ça se passe du coup pour arriver au même niveau? C'est une bonne remarque. En fait, on va pouvoir utiliser son corps et créer une surface plus ou moins importante. Alors là, c'est très fin, hein. C'est comme quand on se suit en moto sur des vitesses élevées. Mais effectivement, des tout petits réglages vont permettre à quelqu'un de peut-être plus léger d'accélérer et à quelqu'un de plus lourd de freiner. Et bien sûr, il faut que tout le monde matche la même vitesse. Mais comment fait-on? Excusez-moi, ça va être que des comment fait-on en ce moment. Mais il y a le vent aussi. Le vent, j'imagine, a une influence... Enfin, je veux dire, vous pouvez répéter... Au sol, j'imagine, autant de fois que vous voulez. Une fois en l'air, il y a des courants. C'est ça que je ne comprends pas. Non, il n'y a pas de courant. En fait, non, le vent, on le crée parce que c'est notre déplacement dans le ciel, dans la matière qui fait qu'on a du vent relatif sur nous. Mais effectivement, tous les gens ont été sélectionnés 2 ans à l'avance. On a commencé les camps de sélection et c'est quand même parmi les meilleurs flyers parachutistes du monde. En fait, donc tout le monde est très compétent. Pas vraiment les vents en l'air puisqu'on va tellement vite. Peut-être qu'on sera très légèrement décalé, mais on ne va pas le sentir sur notre corps. Ce qu'on va sentir, c'est la vitesse des 280 km/h qu'on va utiliser pour se déplacer. Pour se déplacer, c'est une orientation du corps. On va plus ou moins s'incliner sur le dos. Et pour freiner, on va utiliser, dans cette position verticale, la tête en bas, on va utiliser nos jambes. Plus on les écarte, plus on va freiner. Plus on les resserre, plus on va pouvoir accélérer. Et on va jouer un petit peu avec ça. Oui, on peut dire. On voit là les images de la répétition au sol, justement. Qui crée de telles figures? Est-ce que c'est un travail collectif? Est-ce que c'est un chorégraphe un peu comme en danse? Alors, ça a plus de 20 ans, hein, ces formations-là. Donc, on fait que s'adapter petit à petit. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Donc, vous voyez le cœur à 40, ça reste une espèce de fleur. Et après, c'est que des lignes, qui fait que ça ressemble de loin quand même à une galaxie au final. Donc, ce qui marche, c'est ça. C'est quelque chose de circulaire au centre. Parce qu'une ronde, c'est solide. Et après, des lignes, parce que c'est facile à construire et rapide à construire. Et c'est les Américains qui ont travaillé sur cette figure pour pouvoir nous la proposer au niveau mondial. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur dans ces moments-là? J'imagine que non, mais quelles peuvent être les erreurs? Ça peut être surtout en fait des risques. Par exemple, on est sous oxygène à partir de 4000 mètres dans les avions pour monter jusqu'à 6000. Et on peut avoir... vous sautez sous oxygène? Non, on respire l'oxygène dans l'avion par des petits tuyaux et ensuite on lâche les tuyaux juste avant de sortir de l'avion. Ah oui. On retrouve de l'air régulier assez rapidement. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui est hypoxique. C'est-à-dire que son tuyau peut-être a été pincé et du coup il s'en rend pas compte. C'est le problème de l'hypoxie, on s'en rend pas forcément compte. Et du coup, pas être très efficace en l'air.
être un petit peu étourdi, plus trop savoir où est-ce qu'il doit aller. Donc ça fait partie des risques qui peuvent se produire. Un risque de percussion, quelqu'un qui perd contrôle de son corps dans l'air et qui vient percuter un autre parachutiste. Et ça, vous avez l'occasion de vous en rendre compte si par exemple il y a un de vos coéquipiers qui justement a un souci comme ça, ou est-ce que c'est vraiment chacun dans sa bulle et personne pour vous dire justement s'il y en a un qui a un problème ou pas? Ça se passe comment? Oui, il faut qu'individuellement, chaque personne soit responsable pour la sécurité de tous. Donc, c'est pour ça que tout le monde doit avoir le maximum d'expérience possible, avoir le maximum de sang-froid aussi possible, et puis être autocritique, s'analyser, être conscient de ses possibilités. Mais c'est pour ça aussi qu'on s'entraîne autant en amont. On a toujours un œil les uns sur les autres. Il y a quand même cette bienveillance à toujours surveiller un petit peu les lèvres violettes, tout ça. Enfin, on regarde quand même. Vous parlez de bienveillance, il y a des valeurs particulières que véhicule ce sport? Oui, clairement. Le courage, l'engagement, mais c'est surtout la bienveillance. C'est le point sur lequel on insiste le plus. Parce que dès qu'on fait sa formation, ses premiers sauts, il faut apprendre à maîtriser un matériel et un environnement dans lequel on n'est pas censé être. Et du coup, il y a tout le temps quelqu'un qui vérifie que le matériel est bien mis en place et bien utilisé. On regarde toujours comment les gens se posent. Il y a toujours une observation de ça. Et en fait, toute la carrière parachutiste, on va faire attention les uns les autres que tout se passe bien, quoi. Depuis des dizaines d'années, on voit que les souffleries indoor se propagent en France, mais un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est totalement différent? Est-ce que c'est forcément une première étape pour ceux qui nous regardent, qui se disent « Oh, j'en rêve de faire ce jeu », parce que c'est un rêve quand même pour beaucoup de personnes. Est-ce que la première étape, c'est de passer en soufflerie, comme on le voit là à l'image, ou c'est tout à fait autre chose? Alors, c'est pas une étape obligatoire, mais c'est une étape qui va vraiment faire gagner des années de pratique parachutiste. Donc, c'est un outil fabuleux dont on se sert à peu près tous aujourd'hui. Et chaque personne peut vraiment monter son niveau technique pour que ce soit plus facile ce qu'on essaie de faire dans le ciel. Évidemment, on peut Vous-même, vous exercez en soufflerie? Oui, tout à fait. On donne beaucoup de cours aussi. Et puis, on s'entraîne de temps en temps individuellement dedans, oui. Votre prochain défi, Greg Crozier, Karine Joly, c'est quoi? Eh bien, on part fin octobre, sauter sur les pyramides d'Égypte. Donc ça, on est très impatients. Toutes les autorisations sont obtenues? Exactement, oui. Et c'est une collaboration avec l'armée égyptienne et c'est extraordinaire. C'est un privilège vraiment incroyable de pouvoir sauter sur un patrimoine comme ça de l'humanité. Et on espère, on a fait passer une invitation à Marie-Josée Pérec. On espère qu'elle accepte, on attend son retour. Pas de sport olympique? Non, ça le sera jamais. La soufflerie pourrait le devenir. On la repropose pour 2028, pour Los Angeles, évidemment. Il faut continuer à construire des souffleries, il faut que ça soit accessible à une plus large audience. Il nous reste quelques secondes, il y a des limites à ce sport? Les limites qu'on s'impose, je pense. Les limites qu'on s'impose à chacun, non, c'est vraiment très permissif. Non, à partir de 16 ans le parachutisme, à partir de 5 ans la soufflerie, donc aucune excuse. Merci beaucoup en tout cas Greg Crozier et Karine Joly de nous avoir fait découvrir votre sport absolument incroyable et bravo encore pour ce record 174 en chute, personnes en parachutiste en chute libre. Bravo à vous et merci d'avoir été avec nous.